Comment tu comptes dépasser cette peur de manquer ? Je pense que c'est en continuant à m'informer dessus, sur l'argent, et réussir à acheter des petites choses et voir qu'en fait que même si je dépense, en fait l'argent revient finalement et que c'est pas grave en soi. C'est ce que tu disais, se faire plaisir, c'est pas grave de se faire plaisir si ça reste Au contraire, c'est pas grave de se faire plaisir, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ? Effectivement. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai pas par exemple un métier de fou, ni une expérience de dingue non plus, j'ai que 20 ans, donc comment ça va se driver un peu, et après comme t'as dit, ça va être une discussion, donc... On peut parler de ça pour commencer si tu veux. Ok, ouais, pourquoi pas. Parce que là, tu vois, j'ai appuyé sur le bouton record, c'est parti, quoi. Ok, en fait, c'est vraiment tous les gens que tu reçois dans ton podcast, c'est des gens, par exemple, des médecins, des chefs d'entreprise, des personnes qui ont un vécu aussi, ou des personnes beaucoup plus âgées que moi. Donc, en fait, moi, je viens ici un peu... j'ai 20 ans, donc j'ai pas vu beaucoup et j'ai plein d'idées reçues et beaucoup d'utopies, c'est ce que je te disais juste avant. Donc, c'est surtout ça, en fait, mes a priori. Mais en fait, qu'est-ce qui... Tu peux respirer, hein, t'inquiète. Okay. On peut même respirer ensemble si tu veux. Okay. Et ça, je vais le couper, tu vois, t'inquiète. Ok, d'accord. En fait, moi, je fais ce podcast pas pour avoir des gens qui savent tout sur la vie, tu vois. Mais je fais ce podcast pour raconter la vision des gens sur leur argent, tu vois, en particulier. Mais tu vois, si t'as écouté un peu Histoire de Daron, Histoire de Daronne, j'aime bien aussi faire parler des gens qui ont pas d'enfants. Là, dernièrement, j'ai fait un peu ça, parce que je trouve ça cool aussi de montrer la vision des autres gens. Donc, c'est pas parce que, en fait, t'as la sensation de débuter dans la vie, entre guillemets, à 20 ans, que t'as pas pour autant des trucs à raconter. Ok, parfait. Alors. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir, en fait. Ok, ça fait beaucoup plaisir déjà, ça fait très plaisir. Avec plaisir. Jean, donc. C'est ça. Tu veux qu'on garde ce prénom d'ailleurs ? Oui, il n'y a aucun problème. Donc ouais, effectivement, tu m'as envoyé une série de messages vocaux sur Instagram. Alors d'une manière générale, s'il vous plaît, faites pas ça, parce que en fait, ça tombe bien que j'avais du temps en fait, juste à ce moment-là. Je crois que j'étais en train de reconduire mes filles à la gare et en fait j'avais un peu de temps, donc j'ai écouté tes messages vocaux et en fait tes messages m'ont vachement touché. Mais si vous voulez m'envoyer des messages vocaux, au mieux passer par mon WhatsApp et je vous mettrai, enfin vous avez le lien j'ai un WhatsApp. Ok. Mais bon, c'est juste pour dire. Et en fait, où justement t'es venu me raconter que t'écoutais plein de mes podcasts et que... Alors je sais même plus je crois pas que tu me proposes en plus de venir dans le podcast à la fin. C'est juste à la fin en fait. À la toute fin. Où je me dis, écoute, pourquoi pas, tente, vas-y au culot. C'est ça. Et en fait c'est venu juste après avoir écouté les vocaux que tu fais. C'est la partie 1 en plus vu qu'il n'y en a que un. Et en fait je me dis, allons-y.
parce que j'aime aussi beaucoup faire des grands vocaux Ouais. qui restent dans le temps, par exemple 1 minute, 2 minutes, et c'est ce que tu dis en fait, ça sera peut-être pas écouté, mais au moins ça sera dit, ça m'a fait un bien fou en fait. Ok. Et donc tout ça découle mon arrivée dans le podcast, et voilà, parfois faut le faire au culot quoi. Bah t'as raison. Et surtout, comme je te disais avant, en fait, pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de pas d'histoire à raconter en fait. Tu vois, ton histoire, elle vaut la peine. Et ça me touche beaucoup que tu me dises ça parce que t'es pas la première personne à me dire non mais en fait j'ai rien à raconter sur l'argent parce que j'ai pas d'argent, ou alors j'ai reçu des tu vois des jeunes déjà qui me disaient mais moi j'ai pas de sous et en fait de ce fait-là j'ai rien à raconter sur leur, au contraire. Oui, bien sûr, ouais. On a tous un rapport à l'argent en fait, qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas. Ok. Oui, en plus les envies d'en avoir ou pas, comment on projette dessus. Ouais. Donc ouais, c'est super intéressant. Moi, ça m'a permis aussi d'assumer un peu mon rapport à l'argent, de me dire ok, c'est ça mon rapport à l'argent, c'est comme ça. Mais par contre, le podcast de Christian Junod, je l'ai écouté vraiment à la toute fin. Okay. J'ai pas commencé par ça en fait parce que, comme dit, je suis pas arrivé tout de suite sur Histoire d'argent. J'étais d'abord sur Histoire de succès et en fait, je suis arrivé dessus après. Donc je crois que je l'ai écouté il y a 3-4 jours. Ah ouais. Ouais. Ok. Alors je vous invite vraiment si vous découvrez le podcast, à aller écouter ce premier épisode parce que pour moi, il donne un peu le là, tu vois, Ok. Et ça t'a fait bizarre de le découvrir de ce fait-là à la fin? C'est ça en fait, et ça m'a permis de mettre des mots en fait. Ouais. Par exemple, quand il parle des conducteurs, comment les placer. J'en ai parlé en plus juste avec une de mes collègues juste avant de partir là à 5h. Et parce qu'on parlait de ça et tout ça, donc je lui ai dit écoute, j'ai écouté quelqu'un, c'est un podcast super intéressant. Et écoute, ça pourrait te faire du bien en plus. Ok. Donc je fais la pub en plus. Merci pour ça. Et mais en plus c'est marrant parce que je dis assez régulièrement dans Histoire d'argent d'aller écouter ce premier épisode et toi tu t'es dit non ça m'intéresse pas, je préfère. En fait c'est parce qu'au tout début je voyais ça comme par exemple une philosophie un peu de l'argent et ça m'intéressait pas trop. Pour moi c'était vraiment le rapport des personnes et l'histoire des personnes qui m'intéressait. Et comme dit je le fais au feeling. Par exemple j'ai commencé après la personne que je t'ai dit là, le PDG Ornicar, j'ai pas le nom, Benjamin Guignot. Et en fait j'ai remonté puis après j'ai recommencé, je suis redescendu. Okay. Je le fais un peu au feeling en fait. Bon, il y a pas d'ordre après. Oui, bien sûr. Mais effectivement, je trouve que c'est bien d'écouter Christian en premier parce que ça donne un peu l'idée de ce que je veux faire avec le podcast et ça file des clés en fait, je trouve, tu vois, pour comprendre un peu mieux ce qui se raconte après. Bon, ok. Donc Jean, tu travailles de nuit. Est-ce qu'on l'a dit? Je sais plus. Non, on l'a pas dit. Hein. Tu travailles de nuit. T'es agent de sécurité? C'est ça. Je suis agent de sécurité en usine en fait, et j'ai des horaires assez variables. Par exemple, je peux faire 3 nuits, puis après faire du 3 matins, faire une nuit, une journée de repos, reprendre un matin. C'est assez varié en fait. Et donc j'imagine que tu as beaucoup de temps devant toi à perdre pendant ta journée, non? Enfin, en tout cas pendant tes horaires de travail, pendant ta journée de travail, j'allais dire. Ouais, c'est ça. En fait, comment dire, le matin, c'est super chargé parce qu'on est sur un poste Céveso Seuil Haut. C'est une classification des sites en fait. C'est un site assez risqué. Ok. Donc on a beaucoup de boulot le matin. Mais la nuit, c'est sûr qu'en fait, tant qu'il se passe rien en fait en tant qu'agent de sécurité, en fait, il y a rien. Donc en fait, ça me permet de, comment dire, j'aime bien occuper mon temps. Et je l'ai aussi, t'as une personne qui était femme de ménage qui disait ça en fait, et qui disait qu'en fait ça lui permet de s'occuper l'esprit. Et moi, c'est comme ça que je le vois en fait. Je m'occupe l'esprit, je réfléchis, je me refais le podcast dans la tête en plus. Donc c'était surtout ça. Ça me faisait bizarre de venir parce que je l'ai tellement joué dans ma tête et là d'arriver et d'être ici, ça fait un peu bizarre. Tu as joué dans ta tête déjà? Ouais, un peu. J'essaierai de répondre à mes questions un peu. Ok. C'est plutôt comme ça, en fait. J'essaie de répondre à des questions, savoir, et en plus, ça me permet d'avancer plus parce que, au fur et à mesure des podcasts, je réponds différemment ou je m'interroge différemment. Je vois d'autres visions de l'argent. Ah, c'est cool. Donc, ouais, super intéressant, vraiment. Ouais, c'est à ça que ça sert. Hein. Vraiment, je pars du principe que c'est marrant parce que je crois que les gens qui viennent dans le podcast, ils me nourrissent moi pour devenir meilleur intervieweur, je crois, et que au fil de l'eau, les interviews finissent par nourrir aussi les gens qui finissent par venir dans le podcast. Donc en fait, ça finit par faire, je trouve, un cercle vertueux, quoi, positif. Clairement, parce que tout le monde se nourrit en fait au fur et à mesure. Et par exemple, ça permet, par exemple, j'ai écouté Marie aussi. Il y a pas longtemps. Alors Marie qui elle est entrepreneuse. Ah oui. Entrepreneuse, et en fait je crois qu'en une nuit, je crois que j'ai écouté 4 podcasts et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment, et il y avait aussi, je l'écoutais en même temps la femme médecin que t'as reçue. Ouais. En fait, ça permet de voir aussi leur rapport à l'argent, comment ils le vivent, et en fait de voir les souterrains en fait des métiers aussi parfois. Ce que je trouve super intéressant. Trop bien.
Donc effectivement, tu es agent de sécurité et donc tu bouffes les podcasts. C'est ça. Et tu me disais là, juste avant qu'on démarre que en gros, t'étais parti pour devenir militaire à la base. C'est ça. Ouais. En fait, j'avais fait mon dossier, tout était bon, j'avais mes présélections qui tombaient, et je crois 3 semaines avant, je me suis blessé aux 2 poignets en faisant une traction. Waouh. Ouais. Juste en faisant une traction. En fait, j'ai tenté un muscle-up. Ah oui. C'est quelque chose où tu passes au-dessus de la barre, en fait, et en fait, c'est sur la redescente où je me suis fait 2 entorses en fait au poignet. Donc de ça, j'ai dû décaler mes présélections. Ok. Et c'était déjà une période d'interrogation en fait, parce que en fait mes valeurs étaient complètement accordées avec l'armée. Par exemple, défendre son pays et tout ça. Sauf qu'en fait, comment dire, je trouve par exemple qu'ils sont sous-payés. Donc je m'interrogeais là-dessus, sur ce que je voulais faire après aussi, parce que je voulais pas rester militaire. Je voulais faire 5 ans et puis partir en fait. Ok. Et je visais en plus les forces spéciales. Ok. Donc en fait le métier est cool si tu arrives dans les forces spéciales. Par contre, il est un peu moins intéressant si tu restes en fait dans les fusiliers marins. En fait, c'est des agents de sécurité militaire. Ouais. Avec plus de pouvoir, ils ont des armes à feu et tout ça, mais le gros du travail c'est ça. Donc je voulais pas en fait rester enfermé dans ce métier-là pendant 5 ans. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter grâce à tes podcasts, grâce aux gens que j'ai écoutés et des signaux que j'ai eu en fait vers entre guillemets agent de sécurité pour me payer des études, créer des entreprises derrière et tout ça. Mais après, je pense qu'on va développer un peu on plus va tard. raconter, mais t'as de l'ambition. C'est ça. T'as de l'ambition entrepreneuriale. C'est ça. Ok. Et en fait, tu vois aujourd'hui ce job d'agent de sécurité un peu comme un job alimentaire qui te permet de pouvoir mettre de l'argent de côté, c'est ça? C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, je suis issu d'un bac pro métier de la sécurité. Un bac comment? Bac pro métier de la sécurité en fait. D'accord. Bac pro métier de la sécurité. C'est ça. Donc en fait, on sort avec un SIAP 2 qui est l'équivalent de chef d'équipe. En gros, on a une passerelle pour le SIAP 2 qui est l'équivalent de chef d'équipe et notre carte pro en fait, ce qui nous permet d'avoir notre carte pro d'agent de sécurité. Donc pour moi, c'est tout tracé parce qu'en fait, c'est un job qui est pas pénible physiquement en soi, à part les horaires. Parce qu'avant, j'ai travaillé en usine, les vacances scolaires, chez un maraîcher, barman, j'ai fait plein de choses, donc c'était plus cool en tout cas. C'est plus cool de faire agent de sécurité, tu veux dire, en termes d'utilisation de ton corps, c'est moins fatigant. C'est quoi. ça. Ok. Et même ça permet par exemple d'écouter des podcasts, je me permets aussi pendant mes nuits quand il se passe rien de travailler sur mes projets, j'appelle ça des projets vu que c'est pas encore concrétisé totalement. Mm-hmm. Donc en fait je me nourris vraiment intellectuellement et c'est là en fait où j'ai trouvé ce qui me plaisait dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui me plaît en fait, c'est d'avoir le cerveau qui fuse dans tous les sens en fait, d'être en ébullition totale en fait, et c'est ça qui me plaît. C'est fatigant mais ça me plaît. Ok. Et alors qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté vers les métiers de la sécurité? Alors en fait c'est parce que t'étais gamin, donc j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Quel âge? J'avais 16 ans, okay. 16-17 ans parce qu'en fait j'ai redoublé ma 3e d'abord parce que je tentais un pôle espoir baseball. Ok. Sport pas super courant quand même. Ouais, tu joues au baseball? Ouais. Ok. À haut niveau alors? Non, plus maintenant. Mais j'avais un certain niveau. J'ai fait des sélections par exemple l'équipe de France quand j'avais 16 ans. Ah ouais. Pour les 18, donc là je n'ai fait que. Et en fait finalement les notes suivaient pas, donc j'ai essayé de la redoubler pour passer. Finalement mes parents avaient peur que les notes ne suivent pas en fait si je me consacrais trop au baseball. Ah. Okay. Donc j'y suis pas allé. J'ai intégré une seconde technologique. Et en fait j'ai eu peur de pas avoir mon bac de français. Parce que j'ai des problèmes, je suis dyspraxique, pardon. Ok. Donc j'ai beaucoup de mal avec l'orthographe, l'écriture aussi c'est pas simple. Et en fait j'ai eu peur de pas l'avoir. Donc en fait je me suis orienté vers le bac pro métier de la sécurité. Parce qu'en fait ils le vendaient comme quelque chose qui a été, c'était la voie royale pour entrer dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée. Ce qui n'est pas forcément le cas vu qu'on fait 90% du temps de la sécurité. Ok. C'est un peu cette désillusion en fait du lycée. Ok. Et donc ça a été un peu relou pour toi le lycée, c'est ça? Clairement, parce qu'en fait en plus c'était bac pro, je veux pas dénigrer les bacs professionnels, mais c'est très pauvre en matière d'enseignement général. Par exemple j'étais dans une classe où quand on étudiait la guerre froide, je suis un grand passionné d'histoire, la plupart des personnes ne savaient même pas que c'était une guerre économique en fait principalement. Donc en fait mis bout à bout, vraiment ça m'a fait avoir un déclic. Et c'est là où en fait j'ai commencé à lire, à écouter, à m'interroger sur plein de sujets en fait. Donc d'un côté, je me suis dit tant mieux. Et aussi, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, rien n'est joué. Par exemple, j'aurais pu avoir mon bac de français vu qu'il y a le Covid. Ouais, en plus, c'est pas parce que t'as des problèmes d'orthographe que, tu vois. C'est ça. Je trouve ça dommage que tu... Donc, c'est un peu ça. Mais après, par exemple, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Et je me dis, c'est pas grave. Ça m'a amené là. Sinon, ça se trouve, je serais sûrement en fait en train de faire... là, je serais en train de finir mon IFSI normalement.
ton NIFSI, c'est quoi? Institut de formation des infirmiers. Ok. Parce que le projet de base, c'était devenir infirmier dans les forces spéciales. Ok. Donc, j'allais tout de suite aller là-bas, tout droit. Et après aussi, le gros élément déclencheur, en fait, je me suis mis avec ma copine actuelle. Et en fait, c'est elle qui m'a montré qu'en fait, j'étais pas que bon en sport, que je pouvais pas que être militaire et être un bon militaire, faire du sport. Elle m'a montré, en fait, elle m'a fait non, en fait, t'as du potentiel. Vraiment, fonce, regarde. Et Oh, c'est mimes. ouais, mais c'est vraiment vrai. Je pense, sans elle, je serais actuellement militaire et à me dire bon, bah, je vais être militaire. Loin de moi de dénigrer les militaires, mais Ouais. je serais resté là-dedans. J'aurais pas vu le potentiel que je pouvais avoir en tout cas. Ok. Donc voilà. Trop cool, hein, vraiment ton. Et en fait, ouais, je trouve ça tellement triste que t'es bifurqué alors que juste parce que t'avais peur de l'orthographe, en fait, c'est ça? Et Peur de l'échec surtout. Peur de l'échec. Ok. C'est un grand sujet ça, vraiment. Ouais. Peur de l'échec, vraiment. Dès que je sens que je vais échouer, en fait, j'abandonne, clairement. Et c'est à ce moment-là, en fait, où arrivé au lycée, où je me suis dit, en fait, je lisais un livre, en plus, c'était échouer. Et à un moment, il y avait une phrase qui disait échouer, continuer d'échouer, mais échouer mieux. Et maintenant, c'est un peu ma philosophie. Je veux y aller. Si ça marche pas, tant pis. J'aurais appris au moins. Ok. Bon, on va parler d'argent, hein, mais je trouvais ça trop cool de te faire parler pendant 10 minutes, un quart d'heure de aussi ta formation, de ce qui t'amène là, quoi. C'est ça. Ok. Bon, alors, t'écoutes le podcast, tu sais déjà ce que sont les 2 premières questions, et en fait, ça m'intéresse vraiment de comprendre comment ton rapport à l'argent a évolué. Et déjà, tu disais tout à l'heure que tu voulais pas devenir militaire parce que globalement, c'était pas très bien payé. Donc, t'as déjà un truc là, à l'époque, avant d'écouter le podcast. C'est ça. C'est ça. Ok. Alors, si je te dis argent, qu'est-ce que tu t'imagines? Donc, vu que j'écoute le podcast, j'y ai un peu réfléchi. Moi, pour moi, ce serait la liberté, mais aussi la liberté créative, en fait. Créative. Par exemple, pouvoir, en fait, aller où on veut, faire ce qu'on veut. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment la liberté, en fait. Ok. Et en fait, comment tu l'utilises, cette liberté? Et la créativité qui va derrière, pardon. En fait, la liberté, par exemple, là, je suis sur un projet qu'on essaye de mettre en place. On a contacté la Fondation Abbé Pierre pour faire un livre photo avec ma copine, rencontrer des SDF en France et qui racontent leur histoire et prendre des photos derrière. Et en fait, c'est compliqué, en fait, et financièrement parlant, parce que je vais devoir prendre le train, aller dans des villes et tout ça. Donc, avec un peu plus d'argent, ça serait un peu plus facile. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Ok. Parce que t'attends que la fondation, de ce fait-là, te finance d'une manière ou d'une autre, ou? Pas du tout, en fait. De base, j'ai surtout pris contact avec eux parce qu'en fait, je me suis dit, on va demander leur avis parce que c'est leur job pour savoir si ça va faire plus de bien que de mal, pour pas que ça soit dénigrant pour les personnes ni rien. Et en fait, de fil en aiguille, ils m'ont dit non, mais on va vous passer le mail de la personne qui s'occupe de ça. Et là, j'ai rappelé il y a 2 semaines pour relancer un peu le dossier. Ils m'ont dit non, mais ils sont en train de parler de financement et tout ça. Donc, ok. Je suis un peu ok, pourquoi pas, why not. Ok, d'accord. C'est toi qui ferais les photos? Ouais, c'est ça. Ok. T'es photographe? Ma mère l'était, donc j'ai toujours été, par exemple, chez moi, il y a plein de photos partout et c'est un art qui m'intéresse beaucoup en tout cas. Ok, d'accord. C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent? Alors, je me suis souvent posé la question. En fait, ça serait, à Pâques, on recevait de l'argent. Et en fait, avec ma mère, en fait, à Pâques, c'était spécialement pour acheter des habits. Donc, en fait, on se refaisait notre garde-robe. On allait à Strasbourg. Ça veut dire Rive-Étoile. Les gens d'Alsace verront à peu près ce que je veux dire. Rive-Étoile, c'est un grand centre commercial. Et il y a plein d'habits et tout ça. Et vraiment, c'était un truc de fou parce qu'on allait au restaurant, ce qui est plutôt rare dans ma famille. On allait au restaurant. Un indien en plus, super bon. Un resto indien? Ouais, un resto indien. Okay. Et donc, on faisait le tour des boutiques. C'était super bien. On avait à peu près, je crois, 200-300 €. Et par exemple, on s'achetait des habits tout simplement. Et pour moi, c'était super bien. Parce qu'on pouvait... En plus, le souvenir vient à peu près quand j'ai commencé à m'habiller tout seul. Donc, c'était... Ouais, t'avais quel âge à peu près? Je pense que le souvenir que j'ai, c'est à 13 ans à peu près. Ok. Où on allait à Strasbourg avec ma petite sœur et avec ma mère. Et en fait, on faisait les boutiques. C'était super cool. Tu viens d'un milieu modeste? Oui, okay. Quand même. De la classe moyenne. Ok. Qu'est-ce que tes parents faisaient comme métier ou font encore comme métier peut-être parce que t'es jeune? Alors, ma mère, en fait, d'abord, elle avait une entreprise de photo, un studio photo. Ok. Qu'elle a arrêté. Et maintenant, elle est AP, assistante puéricultrice, dans les hôpitaux et tout ça. Et mon père, en fait, a d'abord été ambulancier. Et là, maintenant, il a son compte. Il fait de la geste posture, en fait.
Gestes et postures, c'est quoi? Alors, il va me tuer si je le décris mal. En fait, il est ergonome. Par exemple, il va regarder que les gens se blessent pas au travail, mais sans impacter leurs conditions. En fait, il va chercher pourquoi la personne fait ce mouvement-là et comment, en fait, le changer ou l'adapter sans impacter son travail, en fait. Ok. Et voir vraiment toute la condition autour. Ok, donc j'imagine dans les milieux d'usines, etc., c'est ça où tu utilises beaucoup ton corps. C'est ça, les usines, les centres, les supermarchés, tout ça, il fait beaucoup en ce moment, je crois. Ok. Et il donne des cours aussi. D'accord. Donc voilà. Ambulancier, d'où ta vocation d'infirmier, c'est ça au départ ou... Je pense, oui, quand même, parce que j'étais tout petit, j'allais au SMUR voir mon père, donc j'étais un jeune petit garçon qui voyait son papa dans les camions blancs avec les gyrophares, donc je pense que ça a dû rester. Ok. Comme l'armée. Hein. Comme l'armée. Quel est le rapport avec l'armée? En fait, mon père était fusilier marin de base. Donc en fait, tu l'as pas dit, d'accord. Mon père était fusilier marin, il a fait juste son service militaire. Il a un ami assez proche on a un ami assez proche de la famille qui est commandant de marine, donc dans les forces spéciales. Et en fait, je pense que j'ai toujours projeté cette image un peu, et mon père aussi m'a accompagné là-dedans, cette image de voilà, ça c'est quelque chose, c'est l'élite. Donc bien sûr, vu le regard d'un père, on a envie qu'il nous identifie à ça. En tout cas, moi je pense que j'ai eu cette réflexion-là, et c'est là où j'ai réussi un peu à m'en détacher. T'avais envie de briller aux yeux de ton père, c'est ça? C'est ça, toujours, okay. Je pense, un peu. Encore aujourd'hui? Bien sûr. Papa. Oh, je comprends tellement, tu sais. Ok, donc, ton premier souvenir en rapport avec l'argent, c'est ce moment où t'avais de l'argent, là, à dépenser, mais vous l'achetiez pour acheter des fringues. C'est ça. Donc, un truc dont t'avais besoin au quotidien. Pas besoin, mais je pense que c'était aussi un moyen, par exemple, avec ma mère, de passer un moment ensemble. Et en plus, je suis quelqu'un qui est assez porté sur les habits quand même. J'aime bien m'habiller en tout cas. Et en fait, c'était, comment dire, on avait entre guillemets l'autorisation de faire les boutiques à ce moment-là et d'acheter ce qu'on voulait en fait. Et c'était vraiment, en fait, c'était un moment de liberté totale. On comptait pas argent, mais en fait, on pensait juste à notre plaisir à nous. Donc c'était cool. Après, il y avait de la pratique quand même. Parce que voilà, si on était en hiver, fallait plus s'acheter des manteaux en été, mais en plus moi c'était cool parce que j'arrivais avec une nouvelle garde-robe à chaque fois, des nouvelles idées, pas bonnes tout le temps, mais des nouvelles idées. Oui. Est-ce que vous aviez de l'argent chez vous quand t'étais petit? Oui. En fait, j'ai jamais manqué en tout cas. En tout cas, j'en ai jamais eu la sensation parce que mes parents ont toujours fait des choses pour qu'on n'en ait pas l'impression. Par exemple, j'ai un souvenir, par exemple, les toupies Beyblade. Oui. On jouait à ça dans la cour et moi, je sais pas pourquoi, en fait, on n'avait pas des toupies Beyblade. On avait des toupies Beyblade en métal, mais sans marque dessus. Ouais. Par exemple, pas les personnages qui étaient associés à ça. Ça coûte une blinde, hein, ces trucs en plus. Ça coûtait super cher, vraiment. En plus, à l'époque, ça coûtait super cher. Mais je pense pas qu'ils nous l'achetaient pas parce qu'ils en avaient pas les moyens. Mais en fait, ils nous achetaient ça pour nous faire plaisir, en fait. Et j'ai jamais eu, en tout cas, le sentiment de manque. Mais t'avais pas la Beyblade officielle de marque, c'est ça? T'avais une Beyblade un peu moins chère, quoi. C'est ça. Après, j'en ai eu, mais plus tard. Mais en tout cas, le souvenir que j'ai, c'est celui-là. Ok, d'accord. Comment t'as la sensation d'avoir fait évoluer ton rapport à l'argent avec le temps, là, depuis... Donc le petit Jean, quand il est petit, quand il a 13 ans et qui va acheter des fringues, etc., au grand jeune homme que t'es devenu aujourd'hui, là, où tu dis que justement, t'es en train de réfléchir à plein de choses et de repenser ton rapport à l'argent. Donc honnêtement, je pense, j'ai parlé de ma copine juste avant. Je pense qu'elle en est pour beaucoup. Parce qu'en fait, c'est quand j'ai commencé à sortir avec elle que j'ai eu, je sais pas pourquoi, un regain de maturité. Ok. En tout cas, on s'est construit ensemble. Ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble. Ah, vous êtes un couple de lycéens, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Donc moi, j'avais 17 ans, elle en avait 16. Ok. Et en fait, j'ai pu découvrir plein de choses avec elle. Par exemple, on a commencé à faire des voyages. Par exemple, j'ai fait mon premier voyage sans mes parents avec elle, à Lyon, pour mes 18 ans. Et plein de choses comme ça, elle m'a montré plein de choses. Parce qu'elle a un rapport avec l'argent différent du mien. Je vais pas trop en parler parce qu'on en a parlé un peu en dehors du podcast, en dehors au téléphone, avec ma copine. Elle m'a dit, mais non, c'est pas ça mon rapport avec l'argent, donc... De quoi? Je sais pas comment. Alors en fait, je lui ai dit que j'arrivais sur ton podcast, ouais. Parce que j'étais trop content. Ouais. Et donc je lui ai parlé un peu du rapport avec l'argent. Elle m'a dit, tu vas dire quoi et tout ça. Je dis, je sais pas trop, mais en tout cas, notre différence du rapport avec l'argent, parce que c'est sûr qu'on n'a pas le même. Et moi, je lui ai un peu dit ce que je pensais de son rapport avec l'argent. Ouais. Elle m'a dit, non, c'est pas du tout ça. Ok. Donc je préfère ne rien dire que dire des conneries. Mais alors, comment toi, sans pour autant dire que c'est son rapport à l'argent, mais en tout cas ta perception
Peut-être qu'elle a pas écouté le podcast et peut-être que si elle l'écoute, elle va se rendre compte de peut-être que c'est le rapport à l'argent qu'elle a, si tu veux. Mais on est tellement pas éduqués dans notre rapport à l'argent que je comprends qu'elle se dise d'abord bah non. Mais en tout cas, toi, ta perception, comment t'as perçu son rapport à elle à l'argent? Alors en fait, j'ai perçu son rapport à elle avec l'argent comme quoi c'est pas quelque chose d'obligatoire en fait. C'est pas quelque chose qui est indispensable au bonheur. Après, elle vient d'une classe un peu plus fortunée que la mienne quand même, faut pas se mentir. Mais je pense qu'elle s'est construite là-dedans. Mais c'est super bien et moi j'essaie de me rapprocher de son rapport à l'argent parce que moi j'ai du mal à dépenser sur des grandes choses. Par exemple, aller à Paris, juste un week-end, c'est ok. Moi non, parce que je me dis c'est 250 €, faut quand même que je garde, faut que je stocke, donc peur du manque. Ouais. Donc j'en ai déduit ça. Et elle, pas trop. Mais après, comme dit, c'est son rapport avec l'argent et... Oui, tu veux pas raconter trop sa vie, mais c'est ça. Ok. Mais en tout cas, toi, ça t'a ouvert des perspectives de te dire, ok, en fait, c'est intéressant de pouvoir se dire à un moment donné, ok, de temps en temps, on peut prendre 250 € pour pouvoir aller faire un week-end à Paris et de se faire peut-être plaisir. C'est ça. T'as du mal à te faire plaisir avec l'argent? Pas du mal, mais je stresse parce que je sens que je vais regretter après. Ah, ok. Par exemple, le dernier week-end à Paris qu'on a fait ensemble, c'était pour la nouvelle année. Et en fait, on est allé dans une petite boutique de parfums et j'ai senti un parfum et je me suis dit, il est incroyable, il sent trop bon. Sauf que je crois qu'il coûte 150 €, quelque chose comme ça. J'ai vu le prix, j'ai fait non. Donc là, je me suis dit aujourd'hui, vu que je suis à Paris, je vais l'acheter. Ok. Sauf que là, je suis en réflexion déjà depuis hier, à me dire, est-ce que je vais l'acheter ou pas? Est-ce que je vais regretter après? Donc voilà. Mais pourquoi tu stresses alors? Parce que tu te dis que c'est trop cher pour ce que c'est ça? C'est ça en fait. Et j'ai peur de regretter après parce qu'en fait, l'argent, je l'aurai plus sur mon compte en banque ou dans ma poche. Oui. Donc en fait, t'es peur de, par exemple, ce que je pourrais faire avec. Et qu'est-ce que tu pourrais faire avec ces 150 €? Je sais pas du tout, mais. Bah, par exemple. Je sais pas, un week-end ou des habits par exemple, ou une montre. Je suis un gros fan de montres. Ok. Mais des choses comme ça en fait. Ok. Mais donc, t'as pas de mal à te faire plaisir? Non, mais le prix reste quand même un gros frein. Ok. Mais tu vois, par exemple, si tu achètes une montre c'est cher. Je les achète sur Vinted, les montres. Pour l'instant, en tout cas. Ok. Et tu t'as cherché ce parfum sur Vinted? Est-ce qu'il existe quelque part? Non, pas du tout. C'est vraiment une toute petite boutique. Par exemple, ils l'ont même pas sur leur site internet et tout ça. Ok. Parce que j'essaie de me le faire envoyer. Pas du tout, ils l'ont même pas sur leur site internet. Rien du tout. Mais alors, est-ce que l'idée de te dire, tiens, en fait, je vais dépenser 150 € pour un truc unique que j'imagine tu vas pouvoir garder pendant quelques mois, quelques années, j'imagine, sauf si vraiment tu te cocottes beaucoup, c'est un truc qui est intéressant pour toi à ce moment-là? C'est ce que j'essaye de me dire, en fait, de mettre dans la qualité et pas dans voir le prix et me dire oui, bon, c'est pas grave. Donc, j'essaye de construire ça petit à petit, dire j'achète de la qualité, c'est plus cher, donc j'en achèterai moins, mais c'est de la qualité, donc ça dure. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire actuellement. Ok. Donc, et puis 150 €, peut-être aussi que tu as ce truc de 150 € par rapport à ta paye. Tu gagnes combien aujourd'hui? Alors, en fait, dans la sécurité, en fait, c'est en fonction des heures que tu fais. Par exemple, j'ai fait un mois, par exemple, en décembre, à peu près à 180 heures. Ok. 187 pour être précis. T'es salarié là? Enfin, t'es salarié en CDI là, c'est ça? Pour cette boîte? C'est ça. Ok, d'accord. Donc, en fait, j'ai fait à peu près 1009. Ok. 1009, donc super content, mais sinon, ça tourne aux alentours de 1004. Ok. Donc, et en plus, je mets de côté pour un gros voyage, donc c'est pour ça, je me dis que ça va peut-être me manquer plus tard pour le voyage et tout ça. Donc, c'est un peu tout ça. Ok. Et alors, comment tu choisis? Pourquoi t'y vas là? Parce que tu vas quand même y aller à cette boutique. Je pense. Ok. Mais j'y réfléchis encore en fait. Je sais pas du tout si je vais l'acheter ou pas, et je pense que ça se fera sur le moment en fait. Ok. Mais parce que t'as peur de regretter. C'est ça. Ok. Alors je vais en profiter pour te balancer un petit tip si tu veux bien. Et d'en profiter pour parler d'une de mes vidéos que j'ai faites sur YouTube. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais il y a une vidéo que j'ai faite sur la peur. Et il y a un truc que j'ai appris dans un stage de dev perso là, que je trouvais hyper intéressant. C'est en fait le mec m'a dit, et ça m'a flingué l'esprit vraiment. Je suis ok, c'est complètement dingue. J'ai jamais vu les choses comme ça. Derrière chaque peur, il y a un désir qui se cache. Ok. Et en fait, la peur, elle te coûte la vie. Tu vois, globalement, tu t'empêches de faire plein de trucs, notamment, par exemple, tu vois, de te faire plaisir et tout. Et il disait, en fait, si tu te focalises sur cette peur, sur tes peurs en permanence, tu vas
t'empêcher de vivre, en fait, tout simplement. Tu vas t'empêcher de faire des trucs. N'oublions jamais que à la fin on meurt, hein, quand même. Enfin, franchement, ça c'est hyper important. Et en gros, globalement, si tu décides de te focaliser sur tes désirs plutôt que sur tes peurs, en fait, tu vas t'inventer une vie. Parce que si tu vas chercher le désir derrière chaque peur, et c'est un vrai exercice que je vous invite toutes et tous à faire, quand vous avez peur, c'est quoi le désir qu'il y a derrière ? Ok. Ouais, c'est super intéressant de tourner la peur comme ça, en fait. Donc, c'est quoi, par exemple, le désir qu'il y a derrière la peur d'acheter de regretter ? De regretter, je pense, c'est le manque. Je pense que j'ai vraiment du mal à dépenser des grosses sommes d'argent parce que j'ai peur de manquer. Parce que, par exemple, sur ma terminale, je suis passé par un moment où c'était chaud. Parce que mes parents, en fait, c'est une super éducation. Je trouve que ça donne des super valeurs. Sauf que, par exemple, moi, j'ai eu 18 ans, ils m'ont dit, voilà, le monde, c'est ça. Hop là, pouf. Donc, j'avais une voiture, par exemple. Le monde, c'est ça, comme ça, ou pouf, ça veut dire quoi ? En fait, ils m'ont lâché dedans. Ils m'ont dit, voilà, apprends maintenant. Ils t'ont fait sortir de chez eux ? Non, pas du tout. En fait, j'habitais chez eux, mais par exemple, j'avais une voiture. Je devais aller au lycée en voiture. Et en fait, parfois, j'avais pas de sous, en fait, pour payer l'essence. Donc, c'était ma copine qui me prêtait de l'argent. Et en fait, c'est vraiment, je pense que ça vient aussi de là où je me suis dit, ouais, faut vraiment que je prévoie les coûts pour pas en manquer et pour pas avoir à demander de l'argent de nouveau. Parce que tu devais aller au lycée en voiture, parce que j'imagine qu'il n'y avait pas forcément de transport, etc. Et en fait, tes parents ne donnaient pas d'argent ? En fait, ils m'en donnaient, mais par exemple, j'avais, je crois, 45 € par mois, ce qui suffit pas. Ouais. Et en fait, je travaillais les vacances scolaires, par exemple en usine ou en intérim, sur des chantiers, sur des trucs comme ça, pour pouvoir me payer d'autres choses, et notamment l'essence. Et en fait, ça me coûtait cher l'essence, parce que c'était quand même 1 heure de route pour y aller, chaque fois. Ok. Mais en fait, ça vient de là, je pense. Après, par exemple, ça m'a appris plein de trucs. Par exemple, maintenant, je suis quelqu'un de super débrouillard, donc je me débrouille, je trouve toujours une solution à tout. Tu siphonnes des réservoirs. C'est ça, faut pas le dire. Mais non, c'est ça. Et après, je pense aussi que c'est dû à l'argent. Par exemple, vu qu'on croule pas sur l'argent non plus, je pense que c'est pas qu'ils le voulaient pas, c'est qu'en soi, ils pouvaient pas assumer une 3e voiture à leur charge, payer l'essence et tout ça. Mais ils te l'ont pas dit comme ça ? Non. Ok. On dit pas beaucoup. Dans ma famille, on se dit pas beaucoup de choses en tout cas. Ah, mais ça. Alors, moi, je viens d'une famille du Nord et je sais que les familles de l'Est, c'est un peu la même chose. On ferme bien nos mouilles. C'est ça. On est plutôt des taiseux, hein. En fait, par exemple, on va vraiment se dire pas beaucoup de choses. En plus, j'ai une relation qui est un peu bizarre avec mes parents. Par exemple, on s'aime beaucoup, on le sait. Mais par exemple, mon père, j'ai pas le souvenir, tu vois, qu'il me l'ait dit, par exemple. Mais il va me le montrer. Par exemple, quand on a des grosses embrouilles et qu'il regrette. Par exemple, moi, il a déjà attendu 1h30 devant mon lieu de stage pour me chercher. Ce qui fait pas de base. Ah, mais il va pas te dire je suis désolé. Non. Il va juste venir pour te... C'est ça. Donc c'est un peu ça l'ambiance. Je connais. Je vois exactement le genre de gars que c'est. Donc, voilà. Et t'as déjà été tu lui as dit je t'aime par exemple à ton père ? Rien à voir avec l'argent, hein, mais j'en profite. Non. Parce qu'en fait, par exemple, mon père, c'est quand même une figure que je respecte beaucoup. Parce que vraiment, pour moi, c'est un homme très droit, très, très classe, très droit. Et il montre pas beaucoup ses émotions. Et moi, je projette dessus, tu vois. Pour moi, c'est ça un homme. Ça montre pas ses émotions, faut être classe. Après, je sais que beaucoup, il y a la déstructuration masculine un peu. C'est ce qu'on appelle la déconstruction, mais on s'en fout. Voilà. Oui. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, j'essaye un peu plus de m'ouvrir. Ouais. Mais par exemple, il y a des hommes, il y a des personnes où j'ai pas de difficulté à faire. Par exemple, mon petit frère. Ouais. Je lui dis je t'aime, je crois, toutes les heures. Donc, ma copine aussi. Donc, en fait, je pense que c'est surtout la figure paternelle, en fait, où j'ai du mal. T'as peur de paraître faible si tu lui dis je t'aime ? Peut-être, je pense aussi. Parce qu'en plus, je suis l'aîné, moi. Je suis le plus grand. Donc, j'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi, un frère qui en a 11 de moins. Et donc, je pense que je prends aussi inconsciemment, en fait, cette posture de c'est moi le grand, entre guillemets, de la fratrie. Donc, il faut que j'ai quand même une posture forte, entre guillemets, pour que les gens puissent venir se... Et débrouillarde, etc. C'est ça. Et tu leur en as reparlé, là, à tes parents, de cette histoire de voiture et à quel point t'as galéré pendant cette année-là, etc. Ou juste, pour l'instant, tu gardes pour toi ? En fait, je suis quelqu'un qui tank beaucoup. Il n'y avait pas besoin de me le dire, mais c'est cool de le dire. Ok, d'accord. Je suis quelqu'un qui... Tu tankes, genre, tu prends les coups, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Je vais beaucoup recevoir. Je montre très peu.
ce qu'on essaie de travailler, par exemple, avec ma copine, par exemple, j'essaye de m'ouvrir à elle de plus en plus parce que c'est ce qu'elle me dit. Parfois, elle me dit, mais dis-moi quand ça va pas. Dis-moi. Et donc, après, il y a des périodes, par exemple, au lycée où c'était vraiment, je crois que j'étais pas loin de la dépression, vraiment. Parce que ça me plaisait pas du tout, ce que je faisais, ni rien du tout. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à m'ouvrir à elle et me dire, là, ouais, vraiment, ça va pas du tout. Donc, voilà. Ça a été dur, j'imagine. Vraiment, je pense que c'est une des périodes les plus dures parce que j'étais perdu dans mon orientation. J'étais perdu à l'école parce qu'en fait, je savais pas du tout ce que ça m'apportait, clairement. J'avais un bac, quand même, qui était important pour la poursuite de mes études. Et en fait, je crois que le bac, je l'ai révisé en 2 semaines, vraiment. Donc, je me disais, voilà, faut quand même que je l'ai. Ouais. Et en plus, les profs n'ont pas été très, très tendres avec moi non plus. Donc, voilà. Bon, tu disais que t'écoutais tous mes podcasts, mais il faut que t'écoutes Histoire de mec, hein, mon gars. Je l'ai écouté, là, j'ai déjà écouté 2 épisodes. Ah ouais, il y en a plein d'autres derrière. Ça va te faire du bien. Je pense. Pardon pour cette petite parenthèse masculinité, mais je trouve en plus que tout est tellement lié, en fait, que, tu vois, quand tu racontes que tes parents, tu vois, comme tu dis, t'ont jeté dans le grand bain de la vie, sans vraiment subvenir à tes besoins, etc. à ce moment-là, et le fait que tu leur en aies pas parlé, il y a aussi ça a un rapport avec cette masculinité, tu vois, ok, en fait, je vais tanker, comme t'as dit. Voilà. Alors que t'aurais très bien pu leur dire, mais en fait, papa, maman, je galère, comment on peut faire pour s'arranger et de faire preuve d'un truc fou qui s'appelle la vulnérabilité. Je sais pas si tu connais. J'essaye de m'y mettre. Ah, c'est chouette. Non, mais bravo, en fait. Je me moque un peu de toi, tu vois, mais c'est super dur. Je sais à quel point c'est dur à faire. Moi-même, je suis passé par là et je continue. Et tu vois, c'est une galère parce que vraiment, il faut faire sauter tous les verrous et il y en a plein. Donc, c'est pas simple. Hein. Donc, bravo. Ok, merci. Surtout si tu viens d'un milieu avec un daron, tu viens de l'Est, avec un daron militaire. Non, il a juste fait son service militaire. Pardon. Ok. Mais tu vois, je vois le bonhomme. Voilà, c'est ça. Droit. C'est ça, toujours. Genre Jean Gabin, quoi. Je sais pas si t'as la ref, c'est trop jeune, pardon. Pas du tout. Vraiment, j'ai vu dans tes yeux, je sais pas qui c'est. C'est un vieil acteur. Ok. À l'ancienne. Si tu dis à ton père Jean Gabin, je crois qu'il va l'avoir. Pardon. Revenons sur l'argent si tu veux bien, mais effectivement, donc tes parents te laissent comme ça en galère et toi tu décides de te débrouiller, quoi. C'est ça. T'y vas. Donc Tu taffes pendant les vacances. c'est ça. Pendant les 2 semaines de vacances scolaires, en fait, j'étais inscrit dans une boîte d'intérim. Donc je bossais en usine pour mettre de côté sur mes dépenses que j'avais à faire. Par exemple, tout simplement juste aller boire un coup au bar avec des amis, mettre de l'essence ou prévoir d'autres petits trucs, par exemple des petits achats, des chaussures ou des vestes. Ok. Et en fait, qu'est-ce que ça t'a appris de commencer à aller bosser à l'usine alors que t'étais encore au lycée, quoi? En fait, ça m'a appris surtout, je ne veux pas faire ça, en fait. C'était surtout ça. Mais ça m'a aussi appris, par exemple, mes parents m'ont toujours dit, si tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Donc ça m'a aussi appris cette détermination de me dire, voilà, je veux ça, donc je fais ça. Et par exemple, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc ça m'a... Par exemple, je travaillais chez un maraîcher à partir de mes 15 ans à peu près. Donc en fait, je me suis toujours débrouillé. Donc ça m'a surtout appris ça. Ok. Et quand est-ce que tu as commencé à développer ta fibre entrepreneuriale? Donc c'était après un de tes podcasts. J'étais vraiment perdu. Je savais pas ce que je voulais faire. De base, je voulais me lancer dans le droit, faire du droit des affaires. Il y a toujours eu ce côté un peu des affaires qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai écouté ton podcast sur Benjamin Guignot. Ok. Sur Histoire de succès, qui a découlé après sur Histoire d'argent. Donc, Benjamin Guignot, qui est le fondateur d'Ornicar, c'est ça. La boîte qui aide à passer les permis. C'est ça. En plus, j'ai passé mon code dessus. Ok. Donc dès que j'ai vu ça, je me suis dit ok, je vais un peu en apprendre plus sur sa vie. Et vraiment, son rapport à l'argent, son rapport à l'entrepreneuriat, c'est ça. En fait, c'est là où je me suis dit ok, je veux faire ça, je veux monter des projets, je veux développer ma créativité entrepreneuriale. Donc là-dedans, et là maintenant, je m'épanouis vraiment. Ok. Et en fait, là, t'as la sensation d'être dans une période de transition, c'est ça? De préparation t'es sur une rampe de lancement, t'as l'impression? Clairement. Ok. Donc là, je travaille avec, j'ai 2 amis avec moi avec lesquels je travaille actuellement. On est sur 2 projets, un projet d'application et un projet un peu de développement web pour des entreprises et tout ça, des restaurateurs. Et à côté, le projet photo, de livre photo avec ma copine. Ok. Donc vraiment là, c'est super bien. Il y a juste l'agent de sécurité.
que j'essaye de... Qui te prend un temps fou, en fait. C'est ça. Ça te prend un plein temps. Donc, je suis fatigué, mais je suis pas fatigué pour les bonnes raisons, en fait, parce que j'ai oublié de préciser, je fais des études aussi à côté en distanciel. Ok. Je fais un BTS MCO. MCO. Management de commerce opérationnel. Ok. C'est quelque chose comme ça. Donc, je fais mes études à côté en distanciel. Donc, par exemple, quand je suis au poste, je fais aussi mes cours, j'avance sur mes projets. Mais vraiment, c'est là où je me sens vraiment le plus libre. Et comme je t'ai dit avant, j'ai le cerveau en ébullition. Donc, je veux juste maintenant mettre de côté l'agent de sécurité pour vraiment me consacrer à ça, en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un BTS ? Dans un BTS, c'était en fait, vu que je suis issu d'un bac pro, en fait, les écoles de commerce, ça coûte cher. Faut pouvoir les intégrer aussi. Et en fait, c'est le parcours, encore, on y revient, de Benjamin Gagnon, qui parle, en fait, il a fait, je crois, un BTS un bachelor en commerce international. Puis après, une école de commerce. Donc, en fait, je me dirige, en fait, vers le... Ah, tu veux aller jusqu'au bachelor et tout, quoi. Ouais, le Trop bachelor, bien. clairement. Et donc là, je travaille pour me payer l'école de commerce, en fait. Ah ouais. Donc là, je pars en Suisse, normalement, dans 2 ans, pour gagner un peu plus et mettre, je crois, j'ai fait les calculs, si je mets à peu près 2000 € de côté, sur 4 ans, je crois que je peux me la payer l'école de commerce, en fait. Donc, tu pars en Suisse parce que c'est mieux payé là-bas, c'est ça ? C'est ça. Ok. En tant qu'agent de sécurité, tu peux travailler et gagner plus d'argent ? C'est ça. En France, c'est 1004. Dans le canton de Genève, c'est 5000 francs suisses. Donc, c'est pas pareil. Ok, mais j'imagine que le coût de la vie va avec, non ? Mais en fait, je voudrais habiter côté français, en fait. Ah, tu vas faire... Être frontalier. Je connais. Je pense que, en plus, tu m'as dit que tu venais du Nord, donc il y a le Luxembourg à côté. Je pense qu'il y a des gens aussi qui font ça, peut-être. Je reçois, alors je sais pas trop dans quel ordre je vais vous sortir vos épisodes, mais je reçois dans quelques semaines un frontalier justement luxembourgeois, mais qui lui vit plutôt vers l'est, parce que le Nord c'est un peu loin du Luxembourg. Ok, d'accord. C'est plutôt entre vers chez toi et le Nord, le Luxembourg. Ok, d'accord. Mais oui, il y a plein de gens qui font ça. Ok, mais d'où c'était venu cette idée ? En fait, j'en reviens, par exemple, mes parents m'ont toujours appris à me débrouiller. Donc je me suis dit, je veux faire une école de commerce. Mes parents peuvent pas me la financer. Donc qu'est-ce que je vais faire ? J'ai un diplôme d'agent de sécurité qui est recherché en Suisse. Donc là, en fait, je me fais les dents, entre guillemets, sur un site compliqué, CV Seuil-Haut. Et en fait, après, je pars en Suisse avec un CV plutôt cool déjà, pour quelqu'un de 20 ans. Ok. Et tu vas réussir à te dire, une fois que tu seras très bien payé, parce que c'est plutôt bien payé, non, j'imagine, 5000 francs suisses. Est-ce que tu vas réussir à te dire, ok, je mets cette vie de côté avec de l'argent qui tombe tous les mois, etc., pour me lancer dans l'entrepreneuriat? C'est un truc que tu arrives à percevoir comme ça? Je pense, parce qu'en fait, je suis en train de déconstruire vraiment mon rapport avec l'argent. Au tout début, je me suis dit, ouais, je vais faire de l'entrepreneuriat, je vais gagner plein d'argent. Alors qu'en fait, maintenant, je me dis, même maintenant avec 1400 €, mais en faisant ce que j'aime, et les projets que je peux lancer, ça me va. Mais je travaille dessus, c'est encore un peu compliqué, mais je travaille dessus en tout cas. En quoi c'est compliqué ? De se dire que, en fait, je vais quitter quelque chose que je n'ai pas encore, mais un milieu de vie avec 5000 francs suisses, donc ça fait, je crois, à peu près 4900 € net par mois, à une vie peut-être à gagner un peu moins en tout cas. En tant qu'entrepreneuriat, mais je ferai ce que j'aime en fait. Ok. Mais pourquoi tu dis que c'est compliqué de le déconstruire ? Parce qu'en fait, j'ai ce besoin d'avoir de l'argent. Comme dit, j'ai peur du manque, donc j'ai besoin d'en avoir beaucoup et de le garder en fait. Donc je pense que c'est ça où c'est un peu compliqué. Ok. Et alors waouh, j'avais aucune idée du fait que tu voulais te lancer dans une école de commerce et tout, quoi. C'est trop cool. Ouais, après, même l'école de commerce, maintenant, c'est en réflexion. Parce qu'en fait, je me dis, si je monte déjà les 2 projets de base, j'aurais déjà appris, en fait. Et même en rencontrant d'autres personnes, par exemple toi, ou même d'autres personnes, si par exemple je peux rencontrer d'autres personnes, en fait, ça se trouve, je vais tellement emmagasiner d'expérience et de connaissances qu'en fait, l'école de commerce, j'en ai peut-être plus besoin. En plus, l'école de commerce, on paye un réseau aussi, donc... Oui. Donc, en tout cas, j'ai des amis qui sont en école de commerce qui me disent, en vrai, on n'apprend pas grand-chose, mais c'est surtout le réseau qui est important. En vrai, oui. Donc voilà. En vrai, ça t'amène surtout... effectivement des connaissances, ça t'amène un réseau fou. Tu peux te partir aussi du principe que les gens dans ta promo, ils vont se retrouver dans des jobs. Enfin, tu vois, ça fait une lettre sur un CV. Enfin, ça fait une ligne sur un CV qui est cool et en fait qui est reconnue et qui est, d'une manière générale, il y a des boîtes qui viennent chercher des profils particuliers d'école de commerce, quoi. C'est ça. C'est clairement ça. Par exemple, il y a quelqu'un qui l'expliquait sur TikTok, qui est sorti d'HEC en fait, qui a maintenant monté sa boîte. Et en fait, il disait que, en fait,
au bout de 3 ans, les personnes que tu as eues dans ta promo seront dans des postes quand même à haute responsabilité dans les plus gros secteurs en France ou même mondial. Et en fait, ça veut dire, en fait, tu as plein de connaissances un peu partout. Donc, quand tu veux lancer, par exemple, un appel d'offres, les personnes peuvent participer. Eux aussi, ils ont un réseau, donc ils peuvent faire participer leur réseau. Tu suis plein d'entrepreneurs de cette là sur TikTok et tout, tu bouffes tout ce que tu peux bouffer, c'est ça? Tout ce que je peux manger, vraiment, j'emmagasine, je lis, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos YouTube sur plein de choses. Vraiment, en fait, j'aime ça, vraiment, emmagasiner plein de choses, apprendre plein de choses. Tu sais que ton histoire me touche vachement parce que je crois qu'on vient à peu près du même milieu, toi et moi. Et en fait, moi, quand j'avais 20 ans, l'internet, il était... Attends, 97, tu vois, autant te dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'internet. Et en fait, je trouve ça trop cool que tu vois que ça ouvre autant de portes en fait, parce que, enfin, je sais pas trop comment tu le vois, mais moi, à l'époque, mon environnement, il était composé uniquement de mes parents, ma famille, mes amis et mes profs, tu vois. Et en fait, tout le monde venait un peu du même milieu, quoi. Là où aujourd'hui, toi, tu peux te dire, ok, en fait, je vais rencontrer je peux suivre des gens qui font HEC sur TikTok et ça t'ouvre cette porte-là et leur tête aussi, tu vois. C'est déjà super inspirant, en fait. Ça permet de me poser plein de questions, de se poser plein de questions, en tout cas. Après, je pense que aussi, ça a une relation aussi assez toxique. Parce qu'en fait, dans la génération actuelle dans laquelle je suis, en fait, je suis né en 2002. Donc, en fait, en fait, on a une génération tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais tout le monde pour gagner beaucoup d'argent. Donc, par exemple, il y a plein de comptes où ils font du trading, ils vendent des formations, partout, en fait. Donc, en fait, je pense qu'on est une génération qui est vraiment aidée par rapport à Internet, vu que c'est une encyclopédie vivante, clairement, il y a tout, si on sait le chercher. Mais aussi, je pense qu'on peut très vite se perdre. Par exemple, j'ai un ami à moi qui a lancé un compte Shopify. C'est pour faire des boutiques en ligne, en fait, parce qu'il a regardé quelqu'un le faire, et donc il vend des choses chopées sur AliExpress pour les vendre plus cher. Mais c'est parce qu'en fait, il a vu une mini formation, puis il a introduit une formation en fait de 1 heure. Donc en fait, je pense que c'est chercher des choses, mais je pense si tu cherches trop et si tu cherches mal, je pense qu'il y a vraiment tombé dans quelque chose de toxique en fait, par rapport à l'argent et par rapport à l'entrepreneuriat. Et t'as mis le doigt dedans, t'as l'impression, dans cette culture toxique, ou t'as toujours réussi à rester comment dire, un peu serein par rapport à ça? En fait, comment dire, par exemple, ça se voit en fait, les gens qui te vendent des formations, ils commencent à te parler, ils font oui, alors je vis à Miami, je roule dans des Lamborghini. Ok, c'est cool, mais voilà, tu vas pas me la faire à moi quand même, on va pas se mytho. Par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé de pas grand chose, et maintenant qui ont des grandes sociétés, mais sauf que c'est 1% des personnes les plus riches au monde. Et donc après, c'est possible. Moi, je pars du principe que c'est possible. Mais c'est pas en faisant du trading. Il y en a, mais je pense qu'ils gardent leur technique bien à eux, bien au chaud, pour continuer à se faire de l'argent sans qu'il y ait beaucoup de monde sur le marché, en tout cas. Ok. En tout cas, t'es pas à tout prix attiré par l'argent facile, quoi. Non, l'argent facile, non. Ouais. Pour moi, c'est ce que mes parents m'ont inculqué. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Il faut travailler dur, même. Par exemple, mon père, je rentre à la maison, il travaille. Je pars de chez moi, il travaille. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Et ça, pour moi, tu vois, c'est un des freins à l'entrepreneuriat. Ou en tout cas, c'est l'un des dangers de l'entrepreneuriat, c'est que, en tout cas, c'est ma vision à moi. Mes parents m'ont élevé à peu près dans le même état d'esprit. Il faut travailler dur et en fait, no pain, no gain, quoi. Tu vois, ce truc vraiment. Et quand t'es à la tête de ta boîte, c'est potentiellement très vite dangereux parce que t'as pas de limite en fait, tu vois. Tu peux travailler autant que tu veux, et tu peux juste aller cramer la gueule parce que l'objectif, si c'est de travailler dur à tout prix, Je vois ce que tu veux dire. En fait, par exemple, tu commences pas à 8h et tu finis à 17h, après tu peux te dire, bon voilà, le travail c'est fini. Non. Tu commences à 6h et tu termines à 23h, voire même à 2h du mat. Ok. Je pense que c'est là. Après, je pense qu'on apprend au fur et à mesure. Ouais. Donc, peut-être au fur et à mesure, j'arriverai à mettre des freins. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui me botte. Par exemple, vraiment, je rentre à 5h du matin chez moi. Je pense, je vais d'abord à la salle de sport. Après, je rentre jusqu'à 11h, midi. Je travaille sur mes projets. Là, on est en train de faire la direction artistique de l'application. Ouais. Donc, je travaille dessus. Il y a ma sœur qui m'aide aussi. Et en fait, après seulement, je vais dormir tranquillement. Donc, pour l'instant, ça me plaît. C'est fatigant, mais en tout cas... Ah ouais, j'imagine. Tu vois, un truc qui m'intéresse... Bon, j'ai bien compris que tu voulais pas parler de ta copine de trop, mais tu vois, quand tu parlais, tu disais que elle avait une famille qui venait d'un milieu plus aisé que la tienne.
Je me demandais un petit peu comment tu avais vécu, toi, ces différences de vie, en fait, globalement. Comment ça t'avait... Est-ce que ça t'avait ouvert sur des choses, tu vois? Ça m'a ouvert, mais ça m'a aussi en fait donné envie. Par exemple, de travailler plus. Par exemple, je prends l'exemple de ma sœur, par exemple, qui est très douée à l'école, qui a des superbes notes. Et en fait, si elle aurait pu, par exemple, avoir Panthéon-Sorbonne pour le droit, ou par exemple sciences politiques ou des choses comme ça, mais elle aurait pas pu parce qu'en fait, mes parents n'auraient pas eu les moyens de lui payer un appartement sur Paris. Et donc, moi, je pense que je transfère ce sentiment sur l'argent en me disant, maintenant, moi, je vais travailler, je vais ramener de l'argent pour en fait que mes enfants n'aient pas, par exemple, à aller en Suisse, bosser 48 heures par semaine pour pouvoir se payer une école de commerce et des appartements derrière. J'ai en fait envie de leur éviter les galères que je vais avoir, ou que j'ai actuellement. Mais je le renie pas, en fait. Et j'ai pas de mauvais sentiments dessus, en fait. Parce que je me dis, c'est ça qui va me former, c'est ça qui va construire l'homme que je serai demain. Et cette envie. Par exemple, mon père dirait ça, par exemple, la cabeza, c'est dans la tête, faut y aller. Ok. Et je pense que c'est ça, en fait. Et je les envie pas, parce qu'en fait, c'est tout ça. Par exemple, voir, par exemple, les agents de sécurité, comment ils sont traités, d'être en bas de l'échelle, par exemple, d'avoir aucun pouvoir de décision, être maltraité, clairement, parfois même. Et je pense que je ferais, par exemple, pas un meilleur manager, mais j'aurais cette vision, en fait, des petites mains, en fait, tout simplement. Et pouvoir avoir cette vision des choses et ce recul aussi sur les choses. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel je t'ai pas amené sur ton rapport à l'argent? Alors sur mon rapport à l'argent, non, pas trop. Peut-être sur l'avenir, peut-être comment le construire, mais après l'avenir. Voilà. Comment tu comptes dépasser cette peur de manquer? Je pense que c'est en continuant à m'informer dessus, sur l'argent, et réussir à acheter des petites choses et voir qu'en fait que même si je dépense, en fait l'argent revient finalement et que c'est pas grave en soi. C'est ce que tu disais, se faire plaisir, c'est pas grave de se faire plaisir si ça reste. Au contraire, c'est pas grave de se faire plaisir, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Effectivement. C'est pas grave de se faire plaisir, bah voyons. Non, au contraire, c'est cool de se faire plaisir. Ouais, c'est cool. C'est ça. Faut juste que j'arrive à passer ça. Donc, putain, voilà. c'est pas grave de se faire plaisir, mon vieux. Je crois, Il y a encore du je crois que ça va être le titre de ton podcast. C'est pas grave de se faire plaisir, putain. Ouais, oui, bien sûr qu'il y a du travail. Mais je trouve que c'est une bonne idée, tu vois, de te dire, tiens, je vais aller dépenser de plus en plus des trucs que j'aurais pas dépensé, juste en y mettant du plaisir derrière, quoi. Je trouve ça plutôt cool. Ok. Enfin, tu me dis ok comme si je trouve que... Non, mais je pense aussi, j'ai ce frein, par exemple, là, je pars 3 mois en Nouvelle-Zélande, à partir de juin. Mais... Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Travailler mon anglais, pour plus tard. En fait, mon père aussi m'a donné cette vision, de voir très très loin. Par exemple, eux, là, ils sont en train de construire une maison, mon père voit déjà quand ils vont la revendre. Et donc, moi, je vois plus tard. Je me dis, si je pars 3 mois en Nouvelle-Zélande, j'aurai un niveau d'anglais pour l'école de commerce, je pourrais développer ça et tout ça. Après aussi, c'est pour voyager, bien sûr. Ouais, mais tu vas avec un but précis, quoi. C'est ça. Ok. Comment tu vis ton... Tu vois, je sens là que tu es en train de te former un max et tout. Mais bon, tu as peut-être répondu tout à l'heure. Mais en fait, comment tu vis ta réorientation là? Tu sais, aujourd'hui, quand tu vois à quel point t'as juste besoin de bouffer des trucs et de te former, etc., et de te dire, ah putain, mais merde, je suis allé sur ce truc de bac pro, quoi. Alors d'un côté, en fait, je le vois pas négativement, parce que je pense, si je l'avais pas fait, je me serais pas rendu compte de ma peur de l'échec, en fait. Et ça se trouve, j'y serais jamais arrivé, en fait. Donc j'essaye de rester positif, en me disant, ça m'a apporté des choses, j'ai appris des choses, et je veux pas ressasser le passé en me disant, ouais, ils m'ont menti, parce que quand on arrive là-bas, par exemple, les portes ouvertes, ils nous disent qu'on va faire des interpellations, qu'on va apprendre ça et tout ça, alors que pas du tout. Donc voilà, j'essaye de voir le positif, parce que sinon après, en fait, j'ai peur de couler de nouveau dans la petite dépression que j'ai fait à la fin de la terminale, en fait. J'ai vraiment envie juste d'être good vibes, de prendre le bon côté des choses et de foncer dans mon projet. Ouais, t'as raison. Donc voilà. Ok. Où tu te vois dans 10 ans, toi? T'as fait cet exercice-là, là, que...
Dans 10 ans, on me l'a déjà posé. Ouais. Après, ça peut faire peur parce que je suis vraiment quelqu'un qui a pas mal d'ambition. Bah, ça fait pas peur l'ambition. Après, en fait, c'est parce que j'ai déjà eu des remarques, par exemple, des gens qui me disent ah non mais tu sais, ça va être dur, c'est peut-être pas possible. Mais qui bon. te dit ça? Des gens avec qui je parle, par exemple, de mes projets. Maintenant, c'est pour ça que j'en parle beaucoup moins. Mais par exemple, là, dans 10 ans, honnêtement, je me vois dans une boîte où j'arrive à me faire plaisir, en tout cas, avec un bon salaire, confortable en tout cas, et vraiment juste à m'éclater. Lancer plein de projets, que ça parte dans tous les sens. Mais en tout cas, avoir une base mère pour pouvoir après, en fait, lancer plein de projets différents, en fait. Ok. Donc voilà. Et ça fait peur à des gens autour de toi? Ouais, certaines personnes. Après, il y a beaucoup de personnes, par exemple, là, dans l'équipe dans laquelle je suis actuellement, il y en a beaucoup qui me disent non, mais c'est super, t'es ambitieux, c'est super, continue, t'as les moyens de le faire, donc vas-y, fonce. Donc là, l'équipe que j'ai intégrée en octobre à peu près, octobre-septembre, c'est des gens qui ont 30-35 ans. Donc là, j'apprends beaucoup avec eux. Et même, ils me poussent vraiment. Donc c'est vraiment appréciable parce que j'en parle pas beaucoup avec mes parents. Parce que j'étais celui-là qui travaille pas beaucoup à l'école, qui a pas de super bonnes notes. Donc par exemple, quand je leur parle de ça, ils sont un peu faits déjà. Et après, on verra. Donc on n'en parle pas beaucoup. T'as un peu cette étiquette du mec qui a raté, c'est ça? Pas raté, mais par exemple, à côté, j'ai ma sœur qui a par exemple des 17 de moyenne depuis par exemple la 6e. Ouais. Donc j'ai un peu cette étiquette là il fait pas grand chose, il travaille pas beaucoup, ce qui était vrai. Par exemple, je me suis vraiment jamais foulé à l'école parce que je m'ennuyais en fait. Ça t'embêtait? C'est ça. À part certaines matières, par exemple en histoire, j'avais tout le temps des superbes notes parce que ça m'intéressait, et en fonction des professeurs aussi, parce qu'il y avait des profs qui sont pas intéressants en fait et qui te donnent pas envie d'adhérer à leur matière. Ouais. Donc je me suis tout le temps ennuyé en classe. J'avais des notes, j'avais des 11 par exemple, et à 11 je me disais bon bah 11 nickel quoi, ça passe. Et en fait, j'ai un peu cette étiquette-là du mec qui bosse pas beaucoup, qui se donne pas trop les moyens et qui a des mauvaises notes. Mais là, ça commence un peu à changer. Tes parents, ils ont encore cette image-là de toi, là, avec tout. Mais oui, parce qu'en fait, tu leur partages pas vraiment tes projets. Non, pas trop. Tu vas leur envoyer le podcast? Je pense que je vais leur dire d'écouter. Après, ma mère est au courant que je venais. Ok. En plus, elle m'a dit, mais c'est qui? Je lui ai dit, bah, c'est le fondateur de Mademoiselle. Dit Mademoiselle, le magazine. Je dis oui, c'est ça. Et je pense qu'elle voit en plus le magazine à peu près. Donc coucou la maman de Jean, c'est moi. Donc en plus mon père a été au courant sur mon projet d'entreprise. Et donc là en fait on était sur la terrasse. Il m'a dit alors apparemment t'as fait une réunion avec des gens qui étaient intéressés par ton projet, qui veulent travailler avec toi. Je fais oui, effectivement. J'ai tellement pas l'habitude de leur parler de ça. Qu'en fait ça m'a fait bizarre, et en plus il m'a donné plein d'idées de sa vision et tout ça, comment on pouvait améliorer ça. Il m'a dit laissez maturer l'idée un peu, améliorez-la, vois ce que les gens en fait vont en dire de négatif pour améliorer, pose-toi de ces questions-là. Et en fait je pense que là leur rapport commence à changer. Ils disent en vrai ils bossent là, ils se donnent les moyens, et pourquoi pas, why not. Et ça te ferait du bien ça? Je pense, parce que je suis à la recherche un peu aussi de cette fierté de ouais, c'est mon fils, c'est lui qui a fait ça. Bah oui. Donc je pense que c'est important pour moi. J'essaye de m'en détacher de plus en plus quand même. De ce besoin en tout cas. Oui. De ce besoin. Et je pense que ça me rend un peu plus libre en tout cas dans mes choix. Par exemple, mes parents ne me voient pas du tout dans le métier de commercial, par exemple. En école de commerce, par exemple, ma mère, pour elle, je dois être avec les gens dans le social, par exemple, aider les gens dans le social, parce qu'elle me voit vraiment dedans. Je dis non, j'en ai pas envie en fait. Et dans le commerce, en fait, elle me dit mais non, c'est des gens qui sont méchants, ils virent des gens. En fait, et moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis mais moi, je veux pas faire ça. Je veux vraiment la good vibes en fait, vraiment genre les startups américaines, par exemple, tout le monde est cool, tout le monde s'entend bien, vraiment genre une attitude saine en fait, tout simplement de travail. Ouais, les startups, tout le monde s'entend bien jusqu'au moment où il y a plus de thunes, hein, tu vois. faut jamais oublier ça, hein, c'est que. Non mais tu sais, il y a toujours un peu les. Comme tu disais, tu le disais tout à l'heure, t'as un peu une vision utopiste des trucs, et je trouve ça trop cool, parce qu'il faut il faut commencer avec une vision utopiste, parce que c'est vraiment l'objectif. Mais effectivement, après, tu vois, là, Google, ils ont viré, je sais plus combien de salariés, quoi, tu vois. Et quand ils font ça chez Google, t'as beau avoir un billard et puis un baby-foot et des boissons gratuites, bah en fait, surtout aux US, tu vois, ils te virent manu militari, quoi, tu vois, t'as pas de chômage, t'as pas de machin, quoi, tu vois. Ok. Après, je pense que c'est dû à mon âge en plus. Ouais. Le fait que j'ai pas encore monté de réels projets. Par exemple, ils sont pas
par exemple, il y a des choses que je sais pas et que j'essaie de m'informer, par exemple, comment monter une entreprise, comment faire ce qu'il faut. Et par exemple, mon père, je lui ai demandé, là, il y a pas longtemps, il m'a fait, prends un comptable. Point. Je fais, ok, bon, on va regarder YouTube. Donc, non, je pense en fait, c'est parce que j'ai pas encore monté de projet et j'ai encore cette vision utopiste que je veux. Par exemple, moi, un de mes grands kiffs. Parce que ton père, il est entrepreneur, là. C'est ça, et ouais, il est à son compte. Ouais. Donc, par exemple, moi, mon gros kiff, en tout cas, mon objectif, ce serait par exemple pouvoir amener, par exemple, mes employés à mes frais en vacances. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste en fait envoyer du kiff et dire, venez, là, on part, je sais pas, une semaine et en fait, on se fait juste kiffer. Et on s'en fout, on laisse tomber les casquettes, oui, patron, comptable, on s'en fout, on se fait juste kiffer. C'est vraiment un objectif. Donc c'est là où je dis que je suis un peu utopiste, par exemple. Non, après c'est chouette de faire ce genre de séminaire, tu vois, dans la boîte, mais c'est si tu veux trouver des amis, tu peux retrouver ailleurs que tes salariés, quoi. Oui. Et je te dis ça, moi j'ai recruté beaucoup de gens, une immense majorité de gens avec qui je crois, je m'entendais tellement bien que j'aurais pas eu de problème pour partir avec eux en vacances, quoi, tu vois. On aurait passé, je crois, des cool vacances. Mais je l'ai jamais fait, hein. Ok. Pas déconner. mais je comprends que t'aies cette envie-là, en fait. Mais t'as raison. Mais par exemple, c'est aussi, comment dire, quand j'entends tes podcasts, quand tu fais venir des gens qui sont connus, je pense que c'est aussi ça qui m'attire d'un côté aussi, c'est pas en fait avoir en ami des gens connus, mais en fait c'est pouvoir se nourrir en fait de leur expérience, de ce qu'ils en tirent en fait. Par exemple, il y a des gens que t'as fait passer, par exemple Roman Frassinet que j'ai écouté dans l'Histoire de mec, Gringe que j'écoutais là dans le train. Ouais. Parce qu'en fait c'est des gens que je connais et que j'aime beaucoup. Et en fait c'est pouvoir en fait les voir en réel en fait et leur poser des questions, savoir un peu leur retour. Je pense que c'est aussi ça qui m'intéresse un peu. Trop bien. Faut faire, lance un podcast. Merci beaucoup, Jean. Merci, franchement, c'était vraiment très cool de causer avec toi. Merci à toi, en tout cas. C'était trop bien. Je sais pas, peut-être on peut se donner rendez-vous dans un an. Ah non, peut-être tu seras parti, non? Si, dans un an, tu seras encore là? Ouais, dans un an. On se donne rendez-vous dans un an et en fait, on fait la suite de ton aventure. Ça te chauffe? Je suis chaud de ouf. Ok. Des bisous? Des bisous. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.